Bonjour, encore merci pour vos nombreux commentaires et visionnages de mes petites vidéos. Je pense utile néanmoins de rappeler ici le but de ces présentations. Celle qui va suivre cette toute petite introduction se trouve dans l'axe de l'idée directrice que j'ai préalablement définie ici, à savoir qu'il existe une variété de témoignages, ça c'est très important, inédit, ça aussi c'est important, que j'accompagne le plus souvent d'informations précises sur les circonstances qui ont entouré la saisie de ces rapports. Ces témoignages sont les éléments constitutifs, la charpente d'une synthèse finale que je présenterai donc dans mon ultime vidéo. Crédible, ce couple d'Éragny l'est incontestablement. Ni Gérard Deforges, et encore moins sa compagne, Louise, ne voient de gentils petits hommes verts ou gris la nuit. Le premier était, le directeur de l'école primaire Henri Fillette, et le second témoin, était, bien sûr, adjointe administrative à la mairie d'Éragny. Tous deux travaillent et vivent, donc travaillaient et vivaient, donc dans cette commune depuis presque 20 ans et étaient respectés de tous. Je précise aujourd'hui, rappel des circonstances. À cette époque, ma future épouse n'habitait pas encore dans le logement de fonction que j'occupais à Éragny-sur-Oise. Elle résidait dans un appartement situé à 1 kilomètre environ de chez moi, à Éragny, au 10 arpents brun. La crédibilité de ces témoins est essentielle pour accepter ce qu'ils ont vu dans la nuit du 6 octobre 1988, au niveau du numéro 6 du groupe d'immeubles HLM des 10 arpents bruns à Éragny. Il était environ 21h30 lorsque Gérard Deforges gare son véhicule, un Trafic 800D, pour rejoindre le domicile de sa compagne. C'est alors qu'il aperçoit un étrange et silencieux balai dans le ciel, avant de se précipiter donc chez Louise. Grâce au témoignage de celle-ci et de sa fille, qui avait alors 16 ans, ainsi que bien évidemment celui de Gérard Deforges, le phénomène peut être résumé ainsi. Alors voir le croquis qui a été réalisé par Franck Marie et que je vous ai présenté ci-avant. 7 formes lumineuses ont été aperçues, ressemblant tour à tour à des ballons de rugby,
d'environ 50 à 60 cm de haut lorsqu'elle se trouvait près du balcon et se transformant en petites pastilles dès qu'elle s'élevait dans le ciel. En effet, chacune de ces formes, après avoir tournoyé en cercle la queue leu-leu très haut en l'air, redescendait très vite au niveau du balcon de Louise, en ralentissant, puis repartait dans le ciel très rapidement. Jusqu'à environ 1 heure du matin, tous trois vont voir cet étrange balai lumineux. Gérard Deforges raconte: le balai des formes lumineuses devant le balcon se déroule essentiellement pendant que j'essaye de convaincre la gendarmerie de se déplacer, laquelle me signale d'ailleurs avoir d'autres coups de téléphone sur le même sujet, et que j'appelle mon beau-frère pour lui demander ce qu'il voit de chez eux, puisqu'ils habitent à l'époque à 500 mètres du lieu de l'observation. Louise me presse sans arrêt de venir voir ce qui se passe. Je l'entends bien, mais je reste scotché au téléphone, malgré ses appels pressants. La gendarmerie refusera de se déplacer, prétextant qu'il ne pouvait s'agir que des lasers de la défense. En effet, il y avait un laser qui reliait la défense à la tour penchée au cœur de la ville nouvelle de Cergy. Mais ça n'avait vraiment rien à voir quand ce laser fonctionnait avec toutes ces incroyables visions. Cette mise à l'écart, ça n'est pas finalement une grosse surprise pour moi. Cela correspond tout à fait à ce qu'avait vécu le mari de la bibliothécaire qui m'a rapporté son témoignage au-dessus de la gare de Pontoise. Et donc, j'ai d'autres exemples de ce genre. Mais en tout cas, c'est tombé sur moi cette fois-là, et c'est un gros regret, une grosse frustration. Juste après cette séquence, penaud et interrogatif, je demandai à Louise ce qu'elle pensait de ma mise à l'écart, qui me paraissait vraiment évidente. Elle me répondit ceci, dont elle ne se souvient pas actuellement, mais qui reste comme imprimé dans ma mémoire. Eh bien parce que toi, tu sais, il faut dire que Louise est d'un pragmatisme absolu. Pour elle, l'existence d'autres formes de vie exogènes est évidente. Elle estime ne pas avoir les compétences et le désir d'en savoir plus à ce sujet, s'en remettant aux futures découvertes. En attendant, elle ne cherche pas à s'encombrer l'esprit avec des problèmes irrésolus. Louise, ayant eu plusieurs types de formations professionnelles dans le domaine médical, ayant de fortes compétences au sujet de l'étude et du comportement animal, des plantes, des arbres, de la cuisine, s'occupant fort étroitement de l'éducation de ses filles à cette époque, elle trouvait que tout cela suffisait amplement à remplir ses journées, en plus de son activité professionnelle. Point final. Le dossier que je viens de vous présenter a donc comme objectif de montrer un exemple probant, je pense, correspondant à ce que m'avait expliqué la maman de mon adjoint lors de cet épisode de vision d'un engin très étrange au-dessus de la gare ferroviaire de Pontoise le 5 novembre 1990, à savoir la mise à l'écart du phénomène de son compagnon
qui marchait cependant avec elle sur la passerelle de la gare. Je fus donc moi-même mis à l'écart lors de l'épisode que je viens de rappeler et qui m'a donc concerné très directement. Afin de rester calé sur mon propos initial, qui est de vous présenter les aspects concrets d'une réflexion que j'ai menée jusqu'à ce jour et qui ne fait que se confirmer, je ne vais pas vous exposer que des dossiers concernant uniquement les ovnis. Et cela pour la raison suivante, que je vous explique maintenant. Ces dossiers sur les ovnis sont essentiellement liés à l'hypothèse extraterrestre. Vous pensez bien que cette hypothèse extraterrestre, je la valide complètement. Sinon, je n'aurais pas pu poursuivre pendant des années des investigations chaque fois que se présentait l'opportunité d'approfondir un témoignage. Et de plus, si je ne validais pas cette hypothèse, ce serait révélateur d'une piètre opinion que j'aurais en fait des témoignages, mais surtout des témoins eux-mêmes qui se sont confiés à moi. Or, j'ai toujours eu le plus grand respect pour les personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont raconté leurs expériences. Ce respect fut sincère, obligatoire. À partir du moment où mes sens, y compris le sixième, assez développé, qui m'avertissait du sérieux ou non de l'interlocuteur. Mais ce qu'il faut que j'éclaircisse maintenant, dans ma démarche, c'est que, selon mon entendement, l'hypothèse extraterrestre est incluse dans un ensemble beaucoup plus vaste de réalités. Ce n'est qu'un sous-produit, en quelque sorte, de quelque chose qui va bien au-delà, et ô combien bien au-delà de tout ce que l'on peut concevoir. Alors, me direz-vous, vous allez glisser vers cette croyance, ce terme que vous prétendez détester, vous allez forcément tomber dedans. Il n'en est rien. Je ne pourrais pas commettre cette erreur pour une raison bien simple et qui est conforme à l'ensemble de ma démarche. Ce que je vais vous raconter maintenant, cela m'est arrivé, où je l'ai entendu de la bouche de personnes totalement incapables de mentir. Cela a nourri évidemment ma réflexion. Je ne me suis pas contenté d'écouter, j'ai essayé d'entendre. Et ma réflexion donc est ainsi progressivement sortie d'une vue réelle, mais néanmoins étriquée de l'hypothèse extraterrestre. Donc, voici 3 histoires, dont 2 que j'ai vécues directement, et une, la dernière, qui me fut racontée par une personne absolument crédible. Cette dernière histoire comporte 2 volets. Voici la première histoire. J'en ai d'autres, je pense que 3, ça suffira. Tout ce que je vous narre est dans mon livre numérique. C'est vrai que ce que me propose Silvano Trotta me permet d'établir des ponts dont l'existence n'est pas évidente pour autrui à l'occasion d'une simple lecture de mes différents dossiers. Je commence par vous présenter une photo que j'ai prise de la pièce principale de la longère normande où nous habitions avant de venir nous installer à Marseille. La flèche verte indique l'endroit de l'espace cuisine où je me trouvais assis au moment de cette très curieuse histoire.
Je revenais d'une course et je tenais dans ma main droite un gros trousseau de clés. La flèche orange indique l'endroit du demi-muret de séparation sur lequel se trouvait une coupelle qui contenait habituellement les trousseaux de clés de la maison. Par jeu et par flemme passagère, comme ça arrive à tout le monde, confortablement installé sur ma chaise, au lieu de me lever pour poser mon trousseau de clés dans la coupelle, je le lançai. Le trousseau fit un bruit caractéristique en atterrissant dans la coupelle, mais, comme je l'avais lancé un peu trop fort, il glissa et tomba de l'autre côté. Je me levai tout naturellement pour ramasser le trousseau, donc de l'autre côté du muret. Et là, je ne vis rien. Le sol de la pièce était dans l'état que vous voyez sur la photo. Je ne comprenais pas la situation. J'appelai mon épouse et lui racontai ce qui venait de se passer. Et comme elle avait un don infaillible pour retrouver des objets que l'on pensait avoir égarés, elle chercha partout dans la pièce, avec moi, fort de la conviction qu'on avait que le trousseau était en fait tombé plus loin que ce que l'on imaginait, ayant probablement glissé sur le carrelage. Nous retournâmes tout ce qui pouvait constituer une cachette surprise pour ce maudit trousseau. En fait, vous avez déjà compris que ce trousseau, nous le revîmes jamais plus. La deuxième histoire est plus longue, à narrer, mais je n'ai pas le choix, car tous les détails sont importants. C'était un bel après-midi du mois d'août, en 1978. Je m'étais retrouvé seul, ma compagne d'alors étant partie tout d'un coup pour ne plus jamais revenir pendant les vacances scolaires, alors que nous campions en caravane dans le sud de la France, à Marciac. J'étais fou de douleur. Après avoir parcouru le pays avec ma caravane, afin d'essayer de renouer un contact avec ma belle envolée. Une histoire complètement folle, bien que certainement assez banale. Je me retrouvais chez moi, seul. Un après-midi, il faisait très chaud, et je fus invité par mes amies, elle, très belle femme, plutôt un peu sorcière, dont j'avais déjà pris connaissance de quelques-unes de ses trouvailles. Lui, un architecte paysagiste, chargé de grands travaux à l'étranger, souvent dans le domaine aéroportuaire. Bon écrivain, qui plus est, inventeur fertile. Ce couple d'amis demeurait à 200 mètres de chez moi. Comme souvent, nous parlâmes ovnis et autres mystères. À ce moment, nous évoquions souvent le prodigieux Uri Geller, l'homme qui tordait les cuillères, même à distance. J'avais posé mon trousseau de clés sur un meuble. Mes amis eurent vite compris mon désarroi, que j'essayais vainement de dissimuler. Ils me proposèrent une promenade champêtre en forêt de Saint-Germain-en-Laye. J'acceptai cette diversion. Il fallait que je change mes chaussures de ville. Je pris mes clés pour partir me changer. Claudia, ma sorcière bien-aimée, pouffa dans son coin. Lorsque je pris mes clés, la clé de ma maison se trouva tordue à au moins 120 degrés. Je n'avais jamais vu une telle chose. Je fus plus que stupéfait. Claudia m'expliqua que dans la conversation sur Yori, elle avait pensé très fort à mes clés pour s'amuser, mais elle ne parut pas trop étonnée de ma mésaventure, qui ne faisait que commencer. Après avoir quelque peu repris mes esprits, je partis chez moi. J'enfonçai le bout de ma clé dans la serrure afin de faire levier pour la redresser, car il était impossible, vraiment impossible, d'ouvrir avec la clé dans cet état. J'appuyais tant que la serrure complète se détacha de la porte et tomba côté intérieur. Il est vrai que la porte et la serrure n'étaient pas de première qualité. La porte d'entrée était une porte creuse et les vis ne tenaient pas à grand-chose. Ainsi, je pus ouvrir la porte et fis une réparation de fortune. Après ce coup-là, je fis installer une porte blindée qui me coûta assez cher,
8500 francs à l'époque. Et je suis certain que cette porte est d'ailleurs toujours présente à l'entrée de mon ancien appartement de fonction. Entre parenthèses, appartement qui n'est plus habité par un enseignant, lesquels ont perdu maintenant la capacité de se loger dans un appartement de fonction. Cela fait partie assez rapidement de la destruction progressive des acquis sociaux de la classe ouvrière. Acquis sociaux dont la destruction se poursuit aujourd'hui, comme vous le savez, à très grande vitesse. Je revins évidemment en retard chez mes amis, qui ne furent pas trop surpris de cette nouvelle aventure, car Claudia avait anticipé, en l'expliquant à son mari, ce qui allait arriver quand j'essaierais d'ouvrir la porte de mon appartement. En forêt de Saint-Germain, en Laye, nous installâmes à l'ombre d'un couvert d'arbres, ce qui n'était pas trop difficile à trouver en cet espace forestier. Tout à coup, Claudia, qui était assise en tailleur en face de moi, me regarda fixement et me dit d'une voix changée: « Gérard, je vais essayer de t'aider. Je vais essayer de faire en sorte que la personne qui t'a quitté revienne vers toi. » Elle se concentra. Avec Marcel, nous la regardions attentivement, un peu médusée par la transformation de son visage. Tout à coup, elle fut ailleurs. Elle nous parla comme si elle était vraiment, vraiment très loin. Elle dit: « Oh là là, il va y avoir un orage terrible. Nous ne pouvons pas rester là. » Nos connaissances en météo, à Marcel, il avait un brevet de pilote, et moi, étaient suffisantes pour lui asséner qu'il n'y aurait pas d'orage, ni maintenant, ni plus tard, ni cette nuit. Pourtant, Claudia insista avec véhémence. Elle resta ainsi concentrée, absente, ailleurs, pendant plusieurs minutes. Enfin, elle se détendit et déclara: « En fait, je ne sais pas qui j'ai aidé, mais j'ai aidé quelqu'un, j'en suis certaine, et on le saura plus tard. » Nous regardâmes avec Marcel, intrigués, bien sûr, puis nous rentrâmes sans trop y penser, sans trop discuter. Il y avait une drôle d'atmosphère entre nous. Bien plus tard, Noël arriva, le jour de l'an, et quelques jours après, je rendis visite à mes vieux amis. Ma visite tombait à pic. Leurs voisins, des gens discrets et timides qu'on voyait rarement, très rarement, charmants, parents d'élèves, eux aussi, ils habitaient tout près de mon école. Donc ces voisins frappèrent à la porte de mes amis afin de leur souhaiter la bonne année. Il y avait une bonne entente dans ce quartier, c'était sympathique. Et le voisin raconta: « Au mois d'août, nous nous sommes trouvés en Italie, nous allions pour visiter les ruines d'un important château. Dans l'autocar, nous avions comme voisine une petite jeune fille qui était très dépressive. Ma femme me conjura de lui parler, de lui remonter le moral. C'est étrange, parce que moi, qui m'exprime peu, je suis trouvé les mots qu'il fallait pour la rassurer, lui redonner espoir, la requinquer. Et je savais très bien que ce monsieur était timide et fort discret dans la vie courante. J'avais l'impression, dit-il, qu'une voix m'aidait pour cela. Nous descendîmes du car et la visite commença. Alors que nous passions devant une fenêtre du château, en compagnie de cette jeune fille, au-dessus du rebord de la fenêtre, Claudia, je te jure que c'est vrai, je vis ton visage, puis toute ta personne. Tu étais vêtue d'une robe blanche avec des rayures. Enfin, Claudia eut droit à une description détaillée. Et tu semblais regarder cette jeune fille et m'encourager à lui parler encore et encore, comme si la situation était grave. Et puis la vision disparut. J'étais complètement retourné. Mon épouse ne te vit pas. Et puis, tout à coup, notre guide nous demanda d'interrompre là notre visite. Il faisait très lourd et manifestement un gros orage se montrait de plus en plus menaçant. D'ailleurs, nous fûmes à peine dans l'autocar, qu'on avait rejoint assez vite, que cet orage creva, et ce fut très violent en effet. Eh bien, l'histoire ne s'arrête pas encore là. Quelques mois après ces révélations, Claudia
Grande amatrice de lèche-vitrine et de vêtements nouveaux, c'est une très belle femme, très soucieuse de son apparence physique, très féminine. Claudia, donc, se trouva une robe à son goût, une robe blanche, avec des rayures. Pour faire une surprise à son mari le soir, elle enfila donc cette robe, afin de lui montrer son achat dont elle était très fière. Dès qu'il la vit, Marcel la complimenta, ça lui allait très bien, puis, d'un seul coup, il se figea. Mais cette robe, Claudia, c'est exactement la robe décrite par nos voisins, quand elle a eu sa vision en Italie, souviens-toi. Claudia fit un demi-tour vers le miroir, mit la main devant sa bouche, voulant s'exclamer, et, devenue muette de stupéfaction, c'était exact. Au fait, les voisins précisèrent la date et l'heure de ces phénomènes. Ils dirent, on s'en souvient bien, c'était le 16 août, vers 16 heures. Cela correspondait exactement au jour et à l'heure de notre présence dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. La troisième et dernière histoire que je relate ici, je l'ai recueillie textuellement par la bouche d'une dame âgée que j'ai aidée quelquefois, m'étant rapproché de cette personne très isolée, demeurant à Gournay-en-Bray et ayant été hospitalisée à la suite d'une chute en ville. Cette dame, je l'avais relevée et avait appelé les pompiers qui l'emmenèrent à l'hôpital de Gournay, l'hôpital local. Et voici ce qu'elle me raconta à l'issue de son séjour à l'hôpital. Voilà tout d'abord comment j'ai appelé ce dossier, situé à la page 317 de mon livre numérique. Je l'ai appelé « Énorme anomalie visuelle, mes yeux n'ont pas toujours vu ce que mon environnement proposait à mon regard ». Avec mon époux, vers 1959, nous habitions à Alençon. Et ce jour-là, nous circulions dans notre voiture en direction de Gournay-le-Guérin. Pas Gournay-en-Bray, Gournay-le-Guérin. Le cimetière de Gournay-le-Guérin se situe à l'entrée du village. Un fossé bordait la chaussée, de chaque côté de la route. Le cimetière se présentait à notre droite. Nous étions en été et nous sommes arrivés en cet endroit en fin de soirée. Un endroit qui nous était très familier. Ce cimetière était bordé de gros sapins peu élevés. Or, ce soir-là, je me demande bien ce qui a pu se passer. Les sapins avaient disparu d'emblée à ma vue. En leur lieu et place se présentait une rangée de soldats dont je percevais bien le calot ainsi que leurs armes pointées dans notre direction. J'ai ressenti une peur à la fois intense et brève. La vision s'est estompée complètement alors que nous avions franchi cette zone. Les soldats étaient d'une totale immobilité. Cette vision est restée intacte dans ma mémoire jusqu'à ce jour. D'autre part, très récemment, donc en juillet 2015, j'étais hospitalisé à l'hôpital local de Gournay-en-Bray, dans la chambre 218. Elle est située au bout d'un long couloir, dont l'aspect global a la forme d'un L. Les chambres sont disposées de part et d'autre du couloir, où s'intercalent des bureaux spécialisés, bureaux des infirmières, secrétariat, réserve, etc. Un soir, très tard, un infirmier est entré, m'a souhaité le bonsoir, en me demandant si j'allais bien. Je lui ai répondu que tout allait bien pour moi. L'infirmier étant parti, j'ai entendu parler, sans pouvoir comprendre, alors que j'ai conservé une très bonne audition. J'ai alors agi de manière inhabituelle dans mon comportement.
dans cet établissement, je me suis levé, j'ai ouvert la porte de ma chambre. En face, il y avait la porte d'une autre chambre. Mais ce n'est pas cette porte qui s'est présentée à mon regard, alors que le couloir est éclairé toute la nuit. Ce que j'avais devant les yeux, c'était un magnifique fauteuil recouvert de velours rose. La boiserie de ce fauteuil, à l'ancienne, était toute dorée et avait vraiment belle allure. Je me suis avancé dans le couloir et là, je me suis trouvé au bord d'un balcon protégé par une solide balustrade. En contrebas, il y avait une grande serre vitrée de forme arrondie, entièrement éclairée d'une lumière orange à l'intérieur. C'était d'une grande beauté. Il n'y avait personne. Je me suis trouvé plus étonné qu'inquiète. Et dans cette situation, je suis rentré dans ma chambre, j'ai réussi à retrouver la porte. Je me suis recouché et rendormi, sans me poser davantage de questions. Mais là aussi, cette vision est encore bien présente dans mon esprit. Ce témoignage a été recueilli le 14 septembre 2015 par moi-même. Alors, comment m'est donc venue l'idée que l'hypothèse extraterrestre n'est qu'un sous-produit d'un ensemble beaucoup plus vaste? Je me suis tout simplement dit que ces phénomènes inexpliqués et bien d'autres dont nous avons tous été témoins ou entendu parler à un moment donné ou à un autre de notre vie, ces phénomènes devaient avoir quelque part un lien entre eux. Ce lien, il fallait que je le formule pour moi-même. Et je pense y être arrivé, puisque c'est le stade final de mes recherches. Je vais donc tenter de vous expliquer ce dont il s'agit exactement, selon les déductions qui se sont imposées à mon esprit. Et ces déductions, il se trouve qu'elles rejoignent les nouveaux horizons que la science fondamentale contemporaine explore et qui remettent sérieusement en question les certitudes concernant les lois physiques qui semblent gouverner toute chose. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine, si vous le voulez bien.